Donc, je vais essayer de répondre à cette question, pas facile. Je vais me baser sur quelques recommandations. On a la chance d'avoir des recommandations toutes récentes qui viennent de sortir en 2024, voire 2025, les recommandations européennes et les recommandations américaines. Alors, premier élément nouveau, qu'est-ce qui a changé par rapport aux recommandations anciennes? On a toujours la définition de l'hypertension, quand plusieurs mesures faites dans de bonnes conditions, brassard adapté, on ne va pas revenir dessus, on est égal ou supérieur à 140-90, on parle d'hypertension. C'était déjà l'ancienne définition. Pour l'automesure et la mesure ambulatoire, lorsqu'on est au-dessus de 135-85 ou 130-80 pour la MAPA, on est dans la partie hypertension. L'élément nouveau, c'est la notion d'élévation de la pression artérielle. C'est ce qui ressort. On parle désormais d'élévation de la pression artérielle lorsque vous êtes, on va faire vite, entre 120 et 140 de systolique et 70 et 90 de diastolique. On va parler, c'est un peu l'élément nouveau qui ressort dans le langage de ces nouvelles recommandations, on va parler de pression artérielle élevée. Et vous verrez que ça a quand même quelques incidences. Pourquoi? Parce que ce qui est proposé par la société européenne et par la société américaine, c'est que lorsque vous êtes dans ce créneau d'hypertension dite, de chiffres élevés de la tension artérielle et non pas d'hypertension, ça aura des incidences, vous le verrez, sur le plan de la conduite à tenir. Petite différence entre ce que disent les Européens et les Américains, c'est que entre 120 et 140 de systolique, on est dans la fenêtre élévation de la tension artérielle, tandis que entre 130 et 140, les Américains parlent déjà d'hypertension artérielle stage 1. En pratique, ça ne change pas grand-chose. Lorsque vous êtes dans cette cible, on va dire, d'élévation de la tension artérielle, la nouveauté, c'est quoi? C'est que on va mettre en place les règles diététiques, et si ce patient a, on l'a dit tout à l'heure, des facteurs de risque, on ne va pas attendre qu'il soit dans la fourchette d'hypertension artérielle pour traiter, on va mettre en place les règles diététiques. Si au bout de 3 à 6 mois, ça ne suffit pas, ce qui est proposé pour atteindre ces cibles, c'est de commencer un traitement médical, même si on n'est pas dans les chiffres de supérieur à 140-90. Voilà ce qui est proposé, par exemple, pour les Américains. Vous avez une hypertension, enfin, vous avez des chiffres élevés de la tension artérielle. Pour les Européens, 130, 140 de systolique, c'est élévation de la tension artérielle. Pour les Américains, c'est stage 1 en termes d'hypertension. Eh bien, là, bien qu'on soit en dessous des 140-90, si le patient a des facteurs de risque cardiovasculaire, pendant 3 à 6 mois, il est proposé de mettre en place les règles diététiques que vous connaissez, on va passer rapidement dessus, ça a été dit déjà. Et si au bout de 3 à 6 mois, ça ne suffit pas, on va traiter ce patient alors qu'on n'est pas au-dessus de 140 et de 90. Et ça, c'est basé sur les études épidémiaux qui ont montré quand on est à 130, quand on est à 125 de systolique, on a des facteurs de risque. Quand on voit ces patients des années après, on a intérêt effectivement à descendre au niveau de la tension artérielle. Alors, l'objectif, c'est ça. Les Européens disent la même chose. Lorsque vous avez ce patient qui est avec une tension artérielle élevée et non pas l'ancienne définition qui était HTA supérieure à 140-90, ce qui est proposé, c'est qu'effectivement, on met en place les règles diététiques, les Américains et les Européens disent un peu les mêmes choses. Lorsque vous avez un patient, qu'on est dans une phase de prévention secondaire, un patient insuffisant cardiaque, maladie rénale, un diabète, un retentissement sur les organes cibles à l'examen, ou un score de plus de 10% pour le score 2, on est donc à un patient qui a un risque élevé d'hypertension, un risque élevé sur le plan cardiovasculaire. Vous avez bien compris qu'on ne traite pas des chiffres de tension artérielle, on traite d'un patient. Et donc un patient qui a 140-90, qui est mince, qui fait de l'activité physique, qui a une glycémie, un cholestérol normal, même 145, j'ai envie de dire, pour faire un peu simpliste, il est moins à risque demain d'avoir un problème cardiovasculaire qu'un patient qui est à 130, mais qui a des facteurs de risque, diabète, hypertension, hypertrophie, etc. et tout. Donc c'est le patient encore une fois, ce n'est pas les chiffres qu'on traite, mais c'est un patient avec son risque global. Donc l'objectif de cette prise, toujours pour les Européens, est avant tout, je viens de le dire, de réduire ce risque cardiovasculaire. Et donc, on ne va pas commencer un traitement parce qu'il est à plus de 140-90, je l'ai dit plusieurs fois, même entre 120, 140 de systolique, 70-90 de systolique, on va mettre en place, les Européens disent la même chose,
les règles diététiques, ça ne suffit pas, on commence le traitement médical. Donc, bon, ça, c'est ce que disent les Américains, c'est un peu ce qu'on dit aussi, la mesure de la tension artérielle. Alors, eux, ils proposent 2 mesures de la tension artérielle sur 5-6 jours. La Société française, j'ai eu la chance de faire partie du groupe de travail de recommandation de la mesure de la tension artérielle. C'est 3 fois le matin, 3 fois le soir sur 3 jours. Mais chaque société veut un peu jouer à l'original, hein, il faut qu'elle se distingue. Bon, il y en a d'autres, les Anglais vont vous dire 7 jours, le premier jour, ça compte pas parce que c'est un peu l'effet blouse blanche. Bref, bon, c'est effectivement l'automesure, c'est devenu incontournable. On l'avait déjà dit, j'avais fait partie donc du groupe de travail, je ne sais pas si Atul y était, de la mesure de la pression artérielle de la Société française d'hypertension artérielle. On ne peut plus parler d'hypertension artérielle sans parler d'automesure. Ça, c'est clair et net. Alors, nous, on a mis en Guadeloupe, avec le réseau HTA Guad, comme on l'a dit tout à l'heure, et les programmes d'éducation à l'hypertension artérielle. On a les infirmières qui sont toutes formées. Alors, certains sont IPA, d'autres non, mais elles ont toute la formation niveau 1 ou 2 en éducation thérapeutique. Donc, il y a l'IREPS qui fait la formation en éducation thérapeutique. Quand elles ont fait la formation en éducation thérapeutique, elles viennent et nous, on assure une formation à nos programmes que nous avons, l'automesure, l'hypertension, anticoagulant, insuffisance cardiaque. Et l'expérience qu'on a actuellement, on est à plus de 5000 patients qui ont été inclus dans les programmes d'éducation à l'automesure, multipliés par séances patients, ça fait près de 10 à 15 000 séances patients, puisque chaque patient est revu 2-3 fois. Et effectivement, comme ça, quand un patient arrive en hypertension, une fois pour l'anecdote, il y a un patient qui a dit « Je suis sorti depuis Port-Louis pour voir le docteur Atalani à sa consultation d'hypertension artérielle. Il n'a pas même pris tension, moi. » En fait, moi, quand il arrive, il y a l'infirmière dans une petite salle d'à côté qui, pendant 5 minutes, bien au repos, lui prend sa tension artérielle et il arrive avec une automesure faite dans de bonnes conditions parce que je sais qu'il y a une infirmière formée en éducation thérapeutique qui l'a éduqué à l'automesure. Et là, je me fie sur ces chiffres et non pas, après 1h30 de route, une tension qui est à 15 systolique et il faut tout changer. Voilà, donc ça, c'est les recommandations. Alors, la petite nouveauté, je ne sais pas si après dans les autres interventions, on en parlera. Dans le bilan standard pour arriver aux cibles, de plus en plus, on se rend compte que dans la pratique quotidienne, l'hyperaldostéronisme est bien plus fréquent qu'on ne le pense. Donc souvent, historiquement, on attendait d'avoir une hypertension artérielle résistante, élevée, qu'on confie à un centre d'experts, etc. Là, ce qui est proposé, c'est assez facilement dans le bilan classique, hein, iono, créate, cholestérol, glycémie, c'est de faire quand même rénine-aldostérone parce que finalement, ce n'est pas toujours que les grosses HTA résistantes hein, qui sont des hyperaldostéronistes. Il y a peut-être 10 à 12% de patients, tout venant, soi-disant hypertendus, mais qui ont peut-être un hyperaldostéronisme sous-jacent. Donc, assez facilement dans ces recommandations, bon, à interpréter comme on le veut, on conseille de mettre et de rechercher cette hyperaldotérolyse assez rapidement, puisqu'on peut l'avoir dans 10% des hypertendus, tout venant, et non pas que des hypertensions sévères. Bon, ça vous le savez, toujours pareil, si on veut commencer à atteindre des cibles, moi ce que je fais souvent dans la pratique, c'est que vous aussi, je suppose, on attend, il n'y a pas d'urgence, on profite en disant, écoutez, si vous mettez en place des règles hygiéno-diététiques, peut-être qu'on va diminuer le nombre de prises de médicaments. On profite pour pouvoir le faire adhérer à l'activité physique. Alors, l'activité physique, moi, c'est pour mon combat depuis 30 ans. S'il n'est pas dans le contexte et qu'il n'a pas plaisir à faire de l'activité physique, il va commencer pendant 1 mois, 2 mois, il va arrêter. Alors, on a mis en place en Guadeloupe, nous, le fameux P3S, des parcours sportifs santé sécurisés. Ce sont des ateliers très simples d'utilisation. Ils sont tous au sol. Pas de barre de traction, de barre parallèle. Vous faites ça 3 fois, 4 fois, puis vous avez les bras cassés. Et on a eu la chance d'avoir un financement par l'Agence régionale de santé qui nous finance des éducateurs sportifs formés en APA, activité physique adaptée, sur tous les parcours de la Guadeloupe. Ça a été labellisé Plan National Nutrition Santé. Et pour l'anecdote, une fois, je crois avoir bien fait, un patient qui a des difficultés financières, qui bénéficie des minima sociaux, j'obtiens du conseil départemental la possibilité qu'il puisse aller dans les salles de sport. Je pense avoir trouvé la bonne solution. Maintenant, vous n'avez plus l'obstacle financier pour y aller. Et je le revois après. Moi, il me dit, je dis alors, l'activité physique me dit, oui, j'ai été dans la salle de sport, c'est vrai que c'est gratuit, 1-2 fois. L'ambiance, vous savez, l'ambiance salle de sport, c'est un peu particulier, hein, voilà, machin. Hein. Bon, par contre, le petit parcours sportif que vous avez mis à Falaise Bouillante, alors là, on va avec les copines le matin, l'éducatrice, on rigole, on la met les tapis, on fait du renforcement et tout. Et là, on a pu mettre en place à proximité. Il faut que l'activité physique soit, que la personne ait plaisir à le faire, sinon elle ne va pas continuer. Bon, le reste, vous le savez. Alors voilà, c'est ça les parcours qu'on a mis. J'ai même écrit un petit livre là sur bouger, c'est bon pour la santé. J'avais prévu de l'amener, je l'ai mis de côté pour l'offrir à Nathalie et je me rends compte que je l'ai oublié. Bon, désolé Nathalie. Bon, ça sera pour la prochaine fois où je l'enverrai. Voilà.
Alors, les recommandations aussi, pour la pression cible, lorsqu'elle est confirmée, cette hypertension artérielle, on va donc instaurer un traitement antihypertenseur. Bien sûr, les règles diététiques doivent être associées. On l'a dit, quand la tension est dans la partie chiffre élevé de la tension artérielle, on n'est pas encore hypertendu, et que, je redis encore les mêmes choses, on a un patient qui a des risques cardiovasculaires, au bout de 3 mois de règles diététiques, il faudra instaurer un traitement, alors qu'avant, c'est vrai qu'on avait tendance à dire, je ne commence le traitement qu'au-dessus de 140-90. Maintenant, les études ont bien montré que le patient est à risque, il est au niveau de chiffre élevé, non pas au niveau de l'hypertension, il faut traiter pour protéger ses artères, son cerveau et son cœur. Et donc, on l'a dit, les cibles thérapeutiques sont plus exigeantes. Alors là aussi, rapidement, je ne sais pas si ça sera abordé, j'ai regardé le programme, je ne sais pas si c'est mis, les recommandations. Avant, on avait, vous savez, 4 thérapeutiques. Il y avait IEC, ARA2, il y avait diurétique, anticalcique et bêta-bloquant. Bêta-bloquant a un peu perdu sa place, même si il y a bêta-bloquant et bêta-bloquant. Peut-être Atul en parlera tout à l'heure. Il y a des bêta-bloquants qui sont plus efficaces que d'autres sur l'hypertension, mais ce qui est conseillé, vous choisissez entre ARA2, anticalcique, diurétique, et vous faites l'association. Après, selon les catégories de personnes, ça dépend. HTA résistante, je crois qu'il y a un topo prévu dessus, donc je vais passer rapidement, ça me permettra de rattraper le temps, voilà, dépasser, Nathalie sera contente. La dénervation, alors là, je passe vite, on a le grand spécialiste qui va en parler. Voilà, chez l'adulte jeune, on en a, alors la tendance c'est qu'on en a de plus en plus, et voilà, il faut rechercher effectivement, bien sûr, chez le jeune classiquement une HTA secondaire. On va être un peu plus exigeant pour rechercher cette HTA secondaire éventuellement. Penser chez l'obèse au syndrome d'apnée du sommeil. Et la problématique de cette tranche de population, c'est je suis jeune, j'ai 40 ans, je ne me vois pas prendre un traitement à vie. Et là, le rôle des IPA, le rôle de l'éducation thérapeutique est très important pour pouvoir permettre à cette personne jeune d'adhérer au traitement. Les femmes enceintes, on va passer, je crois que c'est prévu. Les personnes très âgées, j'ai vu qu'il y avait personnes âgées et une femme âgée, voilà. Là aussi, on va peut-être être moins ambitieux parce que s'il y a des effets secondaires, c'est sûr que cette personne âgée va arrêter son traitement antihypertenseur. La population subsaharienne ou afro-caribéenne, bêta-bloquant, ça ne marche pas terrible. IEC, on va dire oui, mais le plus efficace, c'est les anticalciques, les thiazidiques, ou un anticalcique et éventuellement un bloqueur du système rénine-angiotensine. En tout cas, moi, c'est ma pratique. Alors, est-ce qu'elles sont atteignables, ces cibles? Rapidement, voici une étude qu'on avait faite. Jocelyn, j'avais participé à cette étude aussi, je crois. Je ne vois pas ton nom. Ça doit être, oui. Et ce qui en ressort, alors c'est très intéressant. Vous avez vu tout à l'heure que la prévalence de l'hypertension, elle avait l'air un peu moins importante en Guadeloupe. Cette étude est assez... On aimerait la refaire, mais ça coûte cher. On avait fait une étude sur le terrain, sur un échantillon représentatif de la population. Quand on trouvait des chiffres élevés pour la première fois, on revenait une semaine après, l'infirmière formée, le personnel formé, pour reprendre la tension artérielle. Donc la personne était en confiance. D'accord ? La première fois, il y avait cette enquête. Donc dans une population cible, échantillon représentatif de la population adulte guadeloupéenne, petite enquête, petit questionnaire, prise de tension avec brassard adapté, personnel formé. On avait des chiffres, et quand on trouvait pour la première fois des chiffres élevés, on disait « ne vous affolez pas, on revient la semaine prochaine ». Et regardez ce qui se passe. On a la prévalence de l'hypertension. Donc quand on affiche comme ça des chiffres, il faut vraiment, je dirais, être très pondéré. Quand on est revenu voir la personne pour une deuxième fois, la prévalence de l'hypertension artérielle chez les hommes passe de 33 à 22%. Chez les femmes, elle passe de 37 à 31%. Donc, la définition de l'hypertension artérielle, la manière dont on prend la tension artérielle, recontrôler cette tension avec brassard adapté est quand même important avant d'annoncer des chiffres qui sont un peu parfois exagérés. Et ce qu'on voit, quand même, c'est que chez la femme, les résultats en Guadeloupe ne sont pas trop mauvais. En Martinique, c'est pareil. On n'est pas si mauvais que ça. Souvent, on dit l'hypertension en Guadeloupe, ça va pas, etc. et tout. Quand on compare avec les chiffres présentés par la Société française, Xavier Giret, fait les collègues et autres, nous sommes quand même chez la femme. On sait que la femme, c'est plus sérieux, ça adhère mieux au traitement. On a quand même 60% de nos patients hypertendus qui sont normalisés sous traitement antihypertenseur. Je crois que dans l'Hexagone, c'est 56%. Donc, on est pas mal du tout en termes. Alors, c'est vrai qu'il y a eu le gros travail qui a été fait, programme finalisé sur l'hypertension artérielle, le réseau, les prises en charge, etc. et tout. Ma problématique à moi, lorsqu'on veut essayer d'atteindre, comment dirais-je, cette cible, il y a un facteur sur lequel on a beaucoup travaillé avec Jocelyn, c'est le facteur socio-économique. Et ça intervient de manière très importante sur le plan de la prévalence de l'hypertension artérielle. Alors, lorsqu'on affiche, par exemple, chez l'homme,
la femme en bas, l'étude constante, 60% de patients normalisés sous traitement antihypertenseur. En bas, petit problème sur la diapo, on est à 37% chez les patients précaires, les patients qui sont bénéficiaires de minima sociaux, qui vont dans les centres de soins, centres d'examen et tout. Chez l'homme, c'est encore pire. Si on a 47% des patients normalisés chez l'homme, sous traitement antihypertenseur, on est à 20% chez les patients dits précaires, bénéficiant des minima sociaux. Or, il n'y a pas l'obstacle financier puisqu'ils ont la CMU, ils ont la CMU complémentaire. Donc, on ne peut pas dire, je ne peux pas faire l'avance des frais parce que ça coûte, je ne sais pas, moins 90 €, 100 € pour prendre 3 médicaments ou 150, c'est faux. Il y a la CMU, il y a la CMU complémentaire. Donc, l'obstacle financier, avec cette CMU, une très belle décision prise, c'est pas la réalité. Le problème, c'est que le patient précaire qui doit boucler la fin d'année, qui a des difficultés, vous allez dire, il faut manger pas salé, il faut manger du poisson, il faut faire de l'activité physique. Il faut déjà, je dirais, tenir la femme monoparentale qui a 3 enfants, qui est seule, qui a le SMIG. Et donc, il y a un gros travail à faire dans cette frange de population. Alors, on a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on a refait ces 2 études chez les patients dits précaires, bénéficiant des minima sociaux, à 10 ans près, à 8 ans près, et on a vu que les choses s'améliorent. C'est-à-dire que, je ne sais pas si ça marche, le pointeur. Là, vous avez le nombre de patients qui contrôlés sous traitement antihypertenseur, de patients contrôlés sous traitement antihypertenseur, on passe de 35 à 50% à 6 ans près, toujours chez des patients qui sont précaires. Donc on voit bien que le travail qu'on a fait au niveau des centres de santé chez ces patients qui sont en situation de précarité fait qu'il y a une amélioration. Mais pour ça, là aussi, le rôle des infirmières azalées, le rôle des infirmières IPA, le rôle des infirmières, comment dirais-je, formées en éducation thérapeutique est important. Le langage qu'on va adapter à ces personnes qui sont en précarité n'est pas le même que celui qu'on va adapter à toute population. Donc il y a, pour atteindre les cibles, un gros travail à faire dans cette partie. C'est un travail sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est inégalité sociale et santé. Et là, il y a vraiment, surtout en Guadeloupe, Martinique, avec le taux de précarité que nous avons, le taux de chômage, de pauvreté, c'est important. Et donc, alors, je ne sais pas si j'ai vraiment, je reprends un peu ce sketch-là, vous connaissez, avec El Cavache et puis Marché. C'était peut-être pas votre question, oui, mais c'est ma réponse. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question qui m'a été posée. Alors, et je conclus, paradoxalement, on parle de patients qui ne sont pas normalisés sous traitement hypertenseur, mais dans la pratique, on a des patients qui sont surtraités, c'est-à-dire qu'on a un patient qui arrive, cesse de systolique, le temps d'avoir le rendez-vous, d'avoir le holter, d'avoir l'automesure, ben dans le doute, moi, je vous mets sous traitement hypertenseur. Et après, on voit le patient, on est un peu embêté, il a 12, il a 11, est-ce qu'il faut traiter? Donc, traitons le bon patient. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on l'a dit, la place est incontournable, comment dirais-je, au niveau de la mesure ambulatoire. Vous voulez vous peser pour savoir combien vous pesez, il faut avoir une bonne balance pour avoir le bon poids. On parle d'hypertension, on parle de cible, il faut qu'on ait les chiffres vraiment réels, les bons chiffres, et donc on ne peut pas parler d'hypertension artérielle sans parler de mesures ambulatoires et d'automesure. Voilà, j'ai terminé. Merci. Quand j'ai fait la petite anecdote en disant, est-ce que, comme Georges Marché, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question, on a un élément qui nous manque actuellement, c'est que les études dont je vous ai parlé, l'étude constante, l'étude AFIGOA, l'étude Podium, prévalence de l'obésité, sa diversité ultramarine, c'était maintenant en Guadeloupe, Martinique, Polynésie, Guyane, Réunion, elle commence à dater. Donc là, on est en train de négocier avec la tutelle pour refaire ces études. Alors, ces études qui sont au moins 6 mois de terrain. C'est fait sur un échantillon représentatif. Alors, on peut faire des études faciles, du style « Bonjour, madame, vous êtes hypertendue? Oui. Vous prenez vos médicaments comme il faut? Oui. Vous avez combien de tension? La dernière fois, j'avais 16. » Là, on vient sur le terrain avec des appareils adaptés, avec un personnel formé. Vous arrivez le matin à 9 h, si c'est une personne qui travaille et vous dites « Elle n'est pas là, je veux voir le voisin », il faut repasser un samedi. C'est une étude qui est très lourde. Il faut compter 250 000 € pour faire l'étude. Voilà, il faut les trouver. On a pu le faire il y a quelques années, 8 ans, 9 ans. On a les chiffres il y a 8-9 ans, mais là, j'aimerais bien refaire sur la même méthodologie cette étude, avec les mêmes critères, comme ça on peut comparer ce qui est comparable, et savoir combien sont en dessous de 14, 140, combien sont effectivement à la cible, aux 130, 125,
pour voir si effectivement, et combien ont des facteurs de risque, c'est ceux-là qui m'intéressent. Ceux qui ont des facteurs de risque et qui sont plutôt aux alentours de 120, 125, c'est ceux-là aussi qui nous intéressent. Et puis, est-ce qu'on a gagné en termes de précarité? Parce que l'échantillon, il représente la population guadeloupéenne quand on a fait cette étude. Si on a, je sais pas moi, 30% de chômeurs, dans l'échantillon qu'on aura, il y aura 30% de chômeurs pour comparer ce qui est comparable. Tu as démontré la problématique de la population précaire. Est-ce qu'on s'est intéressé à la population cultivée, voire aisée? Parce que nous, on avait fait des travaux il y a longtemps, à Paris ou ici. On a par exemple le personnel médical et paramédical, 42%, ils n'étaient pas bien pris en charge. C'est vrai, c'est un peu le paradoxe. Alors, ce qui a été monté aussi avec Thierry Lang, on avait fait une étude avec Thierry Lang de Toulouse, c'est assez intéressant, c'est qu'il montrait aussi que le comportement du soignant vis-à-vis du patient n'est pas le même en fonction, bon, c'est un peu gênant ce que je dis, en fonction du niveau socio-économique. Et ça a été bien montré, et donc on a décidé de rectifier un peu la conduite. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un de diplômé qui arrive, on va discuter, j'ai l'impression qu'il adhère, qu'il écoute ce que je dis, etc. et tout. Et la personne qui est précaire, on a l'impression qu'elle a tellement de soucis que, voilà. Donc là aussi, voilà. Alors nous, ce qu'on a quand même montré là dans cette étude, c'est que la population tout venante est quand même, chez les femmes surtout, on a quand même 60% des patients qui sont normalisés, c'est tout venant. Et quand on prend la même tranche de population chez les femmes précaires qui sont bénéficiaires de minima sociaux, hein, on a effectivement un beau différentiel, même si les deux études qu'on a menées chez les précaires, ça s'est quand même amélioré. Docteur Atala, une dernière question. Est-ce que tu penses que finalement, il faut plutôt faire réninaldostérone finalement à tout patient hypertendu un peu jeune? Il faudrait un petit peu plus doser? Alors, c'est ce que disent les recommandations. C'est vrai que moi, dans ma pratique, je l'adapte. Quand j'ai quelqu'un qui est jeune, j'ai une HTA qui arrive, qui n'a pas l'air comme ça d'être trop importante, mais on va peut-être tendre vers ça, parce que quand on voit les chiffres, là, parce que c'est des chiffres fiables, je ne sais pas ce qu'on parle à Toul, 10% de la population tout venante, même si ce n'est pas une HTA sévère, résistante, etc. et tout, il y a peut-être dessous un hyperaldotéronisme, hein, même si ce n'est pas une HTA résistante. Il ne faudrait pas passer à côté, ça serait dommage. Voilà. Et ce que je trouve dommage, c'est que parfois, quand on a une HTA qui est un peu résistante, si on n'a pas le temps de la confier à un centre spécialisé, on ajoute un petit aldostérone, ça s'améliore. C'est dommage de ne pas avoir fait le dosage avant, parce qu'après... Surtout quand on a déjà mis les traitements, les IECRA2, les diurétiques, ça devient compliqué de doser, effectivement. Donc c'est bien de le faire avant. Merci beaucoup, docteur Atala, pour ton excellente présentation.